avec un petit mot d'introduction. Tout d'abord, pour vous remercier d'avoir pu répondre à notre invitation qui a été remise pour cause de ce fameux Covid. Et ça fait à peu près 10 ans un peu plus de 10 ans que nous réfléchissons à 3 voies sur la responsabilité des professionnels chrétiens dans le monde de la santé. Cette journée Agir en conscience fait suite à celle de 2016 dont le titre était Osons l'Alliance. En 2018, nous avions travaillé le thème soins, laïcité et spiritualité. Et donc nous continuons à creuser ce sillon de la pertinence, de l'impertinence du message chrétien, donc de sa liberté et donc de notre responsabilité. Pourquoi avoir choisi ce thème et agir en conscience? Alors nous avons commencé à y travailler. Nous assistions à de nouvelles remises en question de la clause de conscience professionnelle. En effet, le Conseil de l'Europe revenait une fois encore à la charge sur la clause de conscience des professionnels de santé devant les demandes d'avortement. Accéder à cette injonction, c'est accepter que nos professions perdent leur liberté, donc leur responsabilité, avec toutes les dérives envisageables. Nous avons transformé cette posture d'opposition un peu brutale en une démarche positive, de réflexion positive, agir en conscience. La pertinence de notre réflexion est et restera toujours d'actualité. En quoi l'Évangile, foi, espérance et charité sont les piliers solides de nos engagements pour tous les hommes qui nous sont confiés. À l'heure de cette pandémie, nous pourrions aussi poser la question de l'action en conscience et poser de nouveau sous une autre forme. Les autorités politiques, scientifiques et sanitaires ont-elles agi en conscience pour venir au secours de l'unité de nos personnes? Le partage de certains de nos témoignages anonymisés nous permettra d'introduire cette journée en soulignant la diversité des situations rencontrées. Marc Grassin, docteur en pharmacie et en éthique biomédicale, ouvrira notre réflexion. La foi chrétienne n'est ni une morale ni un formalisme normatif, mais une relation ouverte à l'inattendu de la relation à l'autre. Le père Laurent Lemoine, qui va nous rejoindre, dominicain et aumônier de l'hôpital Sainte-Anne, par un témoignage incarné, répondra à la double question: quelle est la responsabilité d'une parole chrétienne dans un lieu laïque de soins? Quelles peuvent en être les limites et l'impertinente pertinence? Suivra un temps d'échange, puis notre après-midi sera l'occasion de nous retrouver en atelier, et Véronique Mavron nous fera l'amitié de venir conclure cette journée en nous faisant part de son regard sur notre présence au monde. Enfin, nous nous quitterons sur l'Eucharistie. Voilà. Et pour finir, on salue la présence amicale de Jean-Marie Onfray. Et Jacques Fauché, que vous connaissez tous, devait être parmi nous et a été retenu par ses obligations paroissiales importantes. Alors, pour la protection de l'enfance, on a à prendre des décisions lourdes de conséquences. On a eu le cas de ce gamin violenté par le compagnon de sa mère. Ce dernier, pour aider sa compagne dépassée par l'agressivité de son enfant, a voulu reprendre les choses en main en corrigeant le gamin avec un morceau de tuyau en plastique, ce qui a laissé des traces physiques. Naturellement, il y a eu un signalement de l'école. Le compagnon a défendu ses méthodes musclées. Dans mon pays, c'est comme cela qu'on m'a élevé, je n'en suis pas mort. On doit respecter l'autorité des adultes. Un véritable choc des cultures. Je l'ai écouté, j'ai essayé de comprendre la souffrance du couple, les arguments du compagnon. Avec l'équipe sociale très montée au début contre lui, le jugement s'est nuancé au fil du temps. On est content qu'il y ait des lois, mais parfois on désinvestit les parents. On s'arrête souvent à la maltraitance physique, mais on ignore cette maltraitance sournoise
de délaissement dans certaines familles, où les enfants ne peuvent pas se construire, mais cela ne fait pas de bruit. Dans ce cas, nous avons eu la possibilité d'en parler, de prendre des décisions à plusieurs. C'est indispensable pour ne pas se monter le mou. Parfois, on doit prendre une décision seule, on croise les doigts, on espère que cela va aller, on doute. Dans un EHPAD, ce sont les familles qui ont bousculé l'organisation. Celle-ci avait été revue avec un passage aux 10 heures de travail par jour au lieu de 7 pour tous les soignants, imposé par une nouvelle direction, sans concertation aucune avec les soignants. Cette nouvelle organisation, avec les horaires décalés de poste, entraînait une charge de travail plus importante au niveau de la prise en charge des résidents, le matin au moment du temps des soins d'hygiène et le soir au moment des repas et couchers des résidents. Et donc, en conséquence, une fatigue augmentée des soignants sur une même journée. Il s'en est suivi un nombre important de démissions de salariés, ainsi que la démission du médecin de l'établissement, avec des difficultés de recrutement de remplaçants et une prise en charge de moindre qualité des résidents, majorée avec le départ du médecin. Pendant plusieurs mois, les soignants, n'étant pas entendus dans leur souffrance, ont été à tour de rôle en arrêt maladie, parfois plusieurs mois. La situation ne cessant de s'aggraver, les familles des résidents ont alors créé un collectif, alertant l'ARS, qui a obligé l'établissement à un audit. Cela a été très difficile à vivre pour tout le monde. Entre autres, la direction nous a reproché de soutenir les familles, de trahir l'établissement. Mais cela a permis de débloquer la situation. À la suite de ces événements, des projets ont été mis en place, cette fois-ci avec la concertation des soignants. Modification d'horaire par rapport à la charge de travail. Les soignants retrouvaient le droit à la parole. Un médecin à temps plein a été recruté. Un poste d'ergothérapeute a été créé. Depuis janvier 2020, tout cela nous aide considérablement à améliorer la prise en charge des résidents avec l'acquisition de matériel pour le bien-être de tous et l'apprentissage de techniques adaptées aux difficultés que nous pouvons rencontrer avec les personnes âgées. Aujourd'hui, une certaine sérénité est revenue dans l'établissement et nous ne regrettons pas de nous être engagés et impliqués dans cette période difficile. Ce témoignage est remis par un pharmacien titulaire. En mars dernier, en fin de journée, une cliente de la pharmacie s'est présentée avec plusieurs ordonnances, dont 2, une pour elle et une autre pour un de ses enfants, sur lesquels étaient prescrits Plaquenil, 3 comprimés à 200 mg par jour pendant 6 jours, une boîte. Zitromax, 2 comprimés à 250 mg le premier jour et un comprimé à 250 mg par jour les 4 jours suivants, une boîte. Nous avions les médicaments en stock. Mon adjointe était seule et a tarifé ces 2 médicaments sur ces 2 ordonnances. Puis s'étant souvenu avoir lu une circulaire nous indiquant de ne pas délivrer le Plaquenil dans le cadre du Covid, elle a expliqué à la cliente qu'elle ne pouvait lui délivrer que le Zitromax. La cliente n'en voulait plus, mon adjointe a donc annulé les facturations après une discussion plutôt tendue. Mon adjointe m'a mise au courant le lendemain de cette affaire. La cliente, toujours convaincue que nous n'avions pas à lui refuser une délivrance proposée par un médecin qui en sait plus que nous sur la nécessité d'un tel traitement, est venue me voir pour m'expliquer le contexte de cette prescription. De notre point de vue, nous ne voulions pas délivrer un traitement qui risquerait d'avoir plus de conséquences négatives sur la santé de son fils et sur elle-même, puisque ce traitement anti-Covid n'était pas scientifiquement validé. Mon autre adjoint a ajouté que le Plaquenil ne pouvait être prescrit que par des spécialistes, argument légal,
et qui plus est, les stocks actuels de plaquenil auraient été insuffisants pour assurer la poursuite des traitements pour lesquels il est validé. Ce qui veut dire que sa délivrance en prévention d'une infection Covid aurait peut-être privé de traitement des personnes atteintes de pathologies répondant aux indications de l'hydroxychloroquine. Argument moral. Avec le recul de plusieurs jours, devrions-nous nous opposer si fermement à une telle délivrance? Jeune homme, 20 ans, d'origine asiatique, et donc je connais bien la famille. J'avais appris par sa mère qu'il était soigné par un diabète insulinodépendant depuis l'âge de 16 ans. Hébergé chez son frère aîné pour démarrer une formation professionnelle, je ne l'ai pas revu depuis plusieurs années. Ce jour-là, je le reconnais parmi les personnes qui attendent à l'officine. Puis, s'approchant de moi, il m'explique qu'il a perdu son ordonnance prescrite par un diabétologue de l'hôpital et me demande alors une boîte de stylos d'insuline. Ses indications sont claires. Je vais lui chercher cette boîte, mais lui enjoins de revoir le plus rapidement possible son médecin. Je lui explique par ailleurs que je lui avance cette boîte, attendant la prochaine ordonnance pour la facturer. C'est là qu'il me dit qu'il préfère la payer et qu'il s'arrangera ultérieurement avec son pharmacien habituel. Il me paye, mais ses explications me laissent quand même songeur. Environ 3 semaines après, ce jeune revient me voir, avec la même demande. Se procurer la même boîte d'insuline sans ordonnance, avec des bandelettes nécessaires pour le dosage de glycémie. Je le questionne sur ses relations avec son diabétologue, tout en lui signifiant qu'il me semble irresponsable de ma part de continuer à lui avancer son médicament sans avoir la preuve d'un suivi médical régulier. Il me dit que depuis plusieurs mois, il n'a pas vu son médecin. Il ne veut pas le revoir, car ce dernier, je cite, le saoule avec ses conseils et trop pointilleux au sujet de ses prises alimentaires. En effet, n'ayant pas de domicile personnel et étant amené à se déplacer beaucoup, il s'alimente de manière très anarchique, n'arrivant pas à observer une certaine régularité quant à l'horaire de ses repas et observer toute la rigueur au niveau diététique que le médecin veut lui imposer. Refusant d'aller consulter, il a donc pris l'habitude de s'approvisionner chez différents pharmaciens et de payer lui-même son insuline et ses dispositifs nécessaires au suivi glycémique. Je lui propose d'avoir un rendez-vous en urgence dans les jours prochains, mais il refuse car doit repartir demain. Je lui explique alors de trouver un autre médecin traitant non loin de chez lui, mais reste très embarrassé pour lui avancer une nouvelle fois une boîte d'insuline. Le témoignage de la CMSS, c'est une infirmière qui parle. On a eu peur du patient surprise, celui qu'on n'attend pas. On a eu un cas suspect dans un foyer logement. Le 15 nous a dit partez, mais ce n'est pas possible, il a besoin d'aide, ce sont des vieux tout de même. On a pu compter sur le médecin traitant qui a été très réactif. Il l'a fait tester. On a commencé un traitement antibiotique au cas où ce soit autre chose. Il a fait mettre des protections, a rappelé le 15 et les a engueulés. Ce monsieur a été hospitalisé le temps d'avoir les résultats du test, qui s'est révélé négatif. Mais il avait une bonne pneumonie qui a nécessité 10 jours d'hospitalisation quand même. Je vais vous soumettre un cas qui a déjà quelques nombreuses années, et la question reste toujours pleine et entière. Et cette question pose la question de la dignité d'une mission, jusqu'où faut-il aller? Comme chaque jour depuis plus de 18 mois, les pompiers viennent une fois encore accompagner aux urgences il/elle. Nous le connaissons tous. Non plus exactement, nous savons tous de qui il s'agit. Il/elle existe, il est accompagné quotidiennement ou même plusieurs fois par jour. Nous ne savons rien de il/elle, il est le plus pauvre des pauvres. Il/elle a aussi perdu son identité, comme bien sûr d'autres SDF, quand bien même aurait-il un nom, qu'il serait qu'un nom de scène, et à quoi bon, cela doit faire bien longtemps que plus personne ne l'appelle. De quel genre est-il, homme, femme,
Ce corps trafiqué par la chirurgie esthétique ne peut nous donner aucun renseignement. Sa tenue vestimentaire, souvent réduite à sa plus ample expression, nous indique de quel commerce il survit. Nous n'avons jamais entendu le son de sa voix, perdu dans un ailleurs voilé par les vapeurs d'alcool ou d'autres toxiques. Accompagné souvent pour les suites d'une crise d'épilepsie, à peine a-t-il pu retrouver quelque esprit, se remettre debout qu'il est déjà reparti vers les bas-fonds indicibles. Il, elle, nous a toujours échappé. Il, elle, était rentré dans le quotidien du service, mais était resté en marge comme une comète qui ne fait que passer, pour aller se rendre encore et toujours. Stop. Dans le calme de ces après-midi ensoleillés de printemps, agitation soudaine, Bertrand vient vite. Il, elle, fait d'une crise dans le hall de l'hôpital. Mais il vient d'être accompagné par les pompiers dans le service. Oui, mais il a fugué. Il fait un état de mal épileptique au milieu de tout le monde. Et je me suis entendu dire « Non, stop, je n'y vais pas, ramenez-le, on ne fera rien ». Surprise silencieuse de mon entourage, il y avait transgression de notre éthique professionnelle. Nous ne répondions pas à notre mission de soignant, à notre responsabilité. Je ne sais pas si l'injonction salvatrice quotidienne du Rivotril lui avait été in fine faite ou pas, mais il, elle, est rapidement reparti vers sa prison alcoolisée et toxique. Cet être humain est finalement mort quelques semaines plus tard, seul, dans une cellule de dégrisement, dans un état de mal épileptique. L'équipe jeune a évidemment reparlé de cet événement. Avec toutes ces questions, j'étais persuadé du bien fondé de cette décision, mais des années passant, l'expérience aidant, ai-je eu raison de dire non? Pourquoi ai-je pris le risque de ce refus de soins, de cette transgression? Des années plus tard, la question reste pleine et entière. Cette histoire m'a marqué parce qu'elle pose la question de savoir jusqu'où prendre en charge un homme. Est-ce qu'on répond à notre bonne conscience professionnelle? Est-ce qu'on se met à l'abri derrière l'application d'un règlement? Ou bien on répond à la question fondamentale d'un homme qui cherche à fuir? Enfin, d'un homme ou d'une femme, je ne sais pas, qui cherche à fuir. Se pose la question de savoir de notre acharnement thérapeutique, en l'occurrence là c'est un acharnement thérapeutique médical et social, et jusqu'où faut-il aller? Et à chaque fois que je racontais cette histoire à des confrères, les réactions étaient variées. La dernière en date, c'est mon chef de service qui m'a dit « Écoute, tu n'as pas le droit de ne pas soigner cet homme, sous prétexte qu'il revient régulièrement. Ce n'est pas la question et ta question à te poser. » Voilà, donc je vous soumets la question, j'ai toujours pas la réponse, je ne sais pas quelle est la bonne réponse à une telle histoire. Devant une réanimation qu'elle jugeait abusive pour un malade en fin de vie. Il était évident que ce patient entrait en agonie, mais le médecin ne voulait pas en entendre parler. Il lance une lourde réanimation. Les infirmières ne se précipitent pas, font ce qu'il aurait demandé avec lenteur. Le praticien sent cette réaction et stoppe la réanimation avec colère. Le lendemain, il essaye de s'expliquer, mais le moment n'est pas bien choisi. L'équipe n'a pas le temps, ne se sent pas d'engager ce dialogue. Dommage. Une occasion de dialogue a été manquée. Ça correspond assez bien à l'expérience que j'ai, à savoir que l'aumônerie représente un espace protégé pour les patients croyants dans un hôpital laïque. Un espace protégé, c'est-à-dire qu'ils viennent parce que là, ils peuvent parler. On a aussi une sorte de groupe de parole, on parle autour d'un goûter, etc. Ils peuvent parler, se comporter quand on estime qu'ils peuvent venir à l'aumônerie, mais assez librement pratiquer leur religion. Donc ils viennent faire à l'aumônerie ce qu'ils font nulle part ailleurs. C'est nulle part ailleurs. Et donc c'est très précieux comme ça à l'hôpital. Et la laïcité le permet. Donc c'est quand même cette mutualisation-là est quand même une très bonne idée. Maintenant, la laïcité, on en fait là une espèce de... Mais se grippe pour parfois des micro-raisons
hein, et un cadre ou quelqu'un qui ne connaît pas. L'expérience que j'ai, qui est limitée à un hôpital, Jean-Marie a une expérience plus riche que moi, mais c'est évidemment souvent par ignorance. Hein. Moi, surtout dans la très jeune génération, et la jeune génération, tout professionnel de santé confondu, hein, ça va du chef, enfin chef de service, qui sont quand même un peu plus âgés, mais disons, toute génération confondue, il y a une ignorance qui est évidemment majeure, et qui parfois, du coup, interroge légitimement des soignants. Il y a qu'effectivement, c'est pas évident, j'ai eu cet exemple il y a quelque temps, c'est pas évident pour un jeune soignant, un jeune infirmier, etc., de comprendre ce que je fais quand j'arrive dans une chambre de psychiatrie avec une petite bouteille dans laquelle il y a de l'huile pour l'onction des malades. Et que le soignant n'a jamais vu ça, et que j'arrive, c'était avant le Covid, hein, et que j'arrive pour toucher le malade sur les mains, sur le front. Qu'est-ce qu'il fait, le gars, là? Il est peut-être en train de transgresser un truc majeur, et je ne connais pas. Alors on voit très bien les soignants qui s'informent, qui se documentent, j'allais dire sereinement, paisiblement, de manière à inclure, justement, à inclure ceux qui ne le connaissent pas dans leur, je prends cet affreux mot, dans leur process. Enfin, quand ils font ça, quand ils ont le temps eux-mêmes de le faire, y compris en réanimation, où ils n'ont pas le temps, c'est super. En revanche, c'est vrai que ça peut se gripper à des endroits où, eh bien, tout simplement, l'attitude est d'abord une attitude de rejet, et donc on fait une infraction à la laïcité, et ça peut démarrer sur n'importe quoi. Vous savez, une affiche. Moi, j'ai eu oui, enfin, je ne peux pas donner trop d'exemples parce que, bon, mais j'ai des exemples où j'ai pu moi-même gripper, sans faire exprès, une situation alors que je pensais qu'elle allait de soi, et puis il suffit d'une personne qui appelle je ne sais pas comment dire, un respect intransigeant, on va prendre ce mot-là, ou intégral, ou intégraliste de la laïcité, et alors on ne peut rien faire. Donc en général, ça se dissipe par apport mutuel, et ça se passe plutôt très bien la plupart des cas. Je ne suis pas sûr que ce soit la même réponse, je vais la faire là aussi à partir de Sainte-Anne. Alors, à partir de Sainte-Anne, je dois bien dire que l'aumônier catholique que je suis a très peu de contact avec les soignants. Très très peu. C'est extrêmement rare. C'est-à-dire, ou alors j'ai des contacts lorsque je vais dans les services, mais des contacts très ponctuels pour un patient, une patiente, etc. Les seuls contacts que j'ai, officiels, ceux-là, en revanche, c'est dans le cadre de la plateforme éthique de l'hôpital. Alors là, oui. Et les questions de ce genre controversées que vous posez peuvent typiquement arriver dans une plateforme éthique, et elles arrivent, hein. Elles arrivent, mais comme vous le savez, pour ceux qui fréquentent ce genre de plateforme ou de comité, elles arrivent pour autant que les soignants les mettent sur le tapis, et puis pour autant que l'aumônier joue le jeu, mais en général, quand on leur demande, c'est qu'ils acceptent, de l'éthique de la discussion, de la délibération, et se dire qu'on arrive à une décision ou dans le consensus ou dans le compromis, quelque chose comme ça. Mais c'est très rare que je sois interpellé directement pour une question précise liée à des patients. Alors en plus, il y a dans le respect du cadre laïque, une chose m'est demandée que je ne peux pas enfreindre, et elle a des répercussions importantes, hein, tous azimuts, c'est ne pas contester les soins donnés aux patients. Hein, ça, ce serait pour moi une infraction qui pourrait m'être reprochée, de même que je ne... Typiquement, si vous voulez, il y a un nombre invraisemblable de patients en psychiatrie, vous pouvez imaginer, qui contestent les soins donnés à l'hôpital. Voir qu'ils les refusent, ça fait partie des tableaux psychiatriques habituels. Hein. Évidemment, je ne m'en mêle pas. Si je... Oui, mais là, j'ai bien compris, malgré le code. Mais j'élargis à des questions un peu moins gravissimes, encore qu'elles peuvent l'être, pour beaucoup de raisons. Et donc, de toute façon, de manière générale et même de manière précise, je ne peux pas entrer, moi, dans une interpellation directe par un patient ou par un soignant dans une contestation d'un soin. Par contre, on peut interroger ce soin dans le cadre de la plateforme éthique avec les autres soignants, les autres spécialistes, etc. Et à ce moment-là, c'est comme vous le savez, c'est consultatif uniquement.
En revanche, pour répondre à votre question, si un soignant venait me voir en posant ce type de questions, je donnerais une réponse d'aumônier catholique comme catholique. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et après, la personne doit... eh bien, après, c'est la personne qui vient me demander ce conseil, puisque à l'aumônier, on demande aussi des conseils, est libre d'agir en conscience. Et non, donc l'aumônier ne tient pas la place du Dieu Tout-Puissant. Peut-être en prolongement ou en relativisant, pardon Laurent, il y a 1220 aumôniers en France, hein, et il y a tout de même une grande différence entre les services généraux hospitaliers et la psychiatrie. Et c'est vrai que la psychiatrie, telle que tu l'as montré, alors en plus c'est la psychiatrie de Sainte-Anne, hein, comme tu l'as dit, il y a des différences. Hein. Je dis cela, c'est parce que la loi de 1905, moi j'y tiens beaucoup, elle ne parle pas de laïcité. La loi de 1905 souhaite le respect de la conscience et le respect de la possibilité d'exercer son culte. C'est les deux choses. Hein. Donc il n'y a pas de question de laïcité dans la loi de 1905. Et j'avoue que lorsque je regarde, puisque une de mes responsabilités c'est de veiller à tout ce qui se passe dans les 95 diocèses de France, je trouve que ça se passe très très bien dans la plupart des hôpitaux. Ça se passe très très bien, et tu as soulevé un petit problème qui est vrai, c'est que ça se passait mieux que ça ne se passe. C'est-à-dire qu'un certain nombre de jeunes soignants sont comme les jeunes d'aujourd'hui, totalement ignorants de la réalité religieuse, et aujourd'hui sont plutôt bousculés par l'islam. Et donc pensent la réalité religieuse à partir des emmerdements que pose l'islam. Vous voyez lesquels, je ne veux pas rentrer dans le détail. Bon. Et donc c'est vrai qu'on est dans des situations qui sont moins souples aujourd'hui qu'elles n'étaient naguère là-dessus. Hein. Mais par ailleurs, donc, il y a une charte qui a maintenant 10 ans, qui a été faite, moi j'y ai collaboré avec le ministère de la Santé pour l'ensemble des aumôneries. Et je trouve intéressant, c'est que chaque aumônerie a bien perçu que, contrairement à ce que disait la loi de 1905, l'essentiel, c'est peut-être là où je mettrai des bémols, l'essentiel n'est pas religieux. D'abord parce qu'on a quasiment plus de prêtres, tu fais une exception. On a quasiment plus de prêtres, et bien sûr très peu de psychanalystes prêtres. Non. Et donc la plupart des aumôniers sont des femmes qui ne sont pas là donc comme signe, j'allais dire officiel, de la structure ecclésiale, hein, et ça je trouve que c'est très important, et je le dis comme prêtre et comme théologien, hein, et c'est très important qu'on ait des équipes de bénévoles qui viennent, et on insiste beaucoup qu'ils viennent non pas pour du religieux mais pour du spirituel. Alors tu as eu raison de faire référence aux situations canadiennes, suisses, etc. Le spirituel sur lequel nous travaillons, ce sont l'ensemble des questions existentielles. C'est-à-dire que de moins en moins, je pense à tel hôpital Pompidou pour ne pas le nommer, où on ne peut aller visiter que les gens qui en font la demande, c'est vrai qu'il y a de moins en moins de demandes parce que même les chrétiens ne vont pas à l'hôpital pour parler de religion. Donc heureusement, dans la plupart des hôpitaux de France, les aumôniers, donc laïcs, peuvent aller dans une grande part des services et dans la plupart des chambres. Et donc l'enjeu, et alors eux tiennent beaucoup, à la différence de ce que Sainte-Anne t'a dit, eux tiennent beaucoup à faire partie du soin. Et d'ailleurs, dans pas mal d'hôpitaux, c'est les responsables de soins qui suivent les questions d'aumônerie. Et donc c'est intéressant parce que même les soignants pensent très important cette collaboration. Parce que dans l'exercice du soin pour les soignants, le temps de l'écoute, la patience, la possibilité de permettre à des gens d'advenir à une parole en jeu est difficile, hein, c'est clair, surtout avec la T2A. Et donc c'est vrai que les aumôniers ont là une capacité totalement reconnue d'être dans cette dynamique du spirituel. Et c'est vrai que les demandes strictement religieuses sont de plus en plus restreintes. Et j'ai même, alors à la différence de Sainte-Anne, un certain nombre d'aumôneries qui n'ont aucun local, y compris pour l'aumônier. Et l'aumônier se promène avec son cabas dans les services. Et l'insistance que nous mettons, donc désormais, c'est que la priorité pour l'aumônier, c'est d'abord de bonnes relations avec l'établissement. La deuxième priorité pour l'aumônier, c'est de bonnes relations avec les soignants. Et enfin, la troisième priorité, c'est la présence à des malades
sachant qu'avec la durée moyenne de séjour en dehors donc, de la gériatrie et de la psychiatrie, la durée moyenne de séjour est 2 jours, 2 jours et demi. Hein. Donc la présence, c'est une rencontre, et comment cette rencontre, avec quelqu'un qui a du temps, qui ne vient pour rien d'autre que pour écouter, comment cette rencontre peut permettre d'aller plus loin. Donc je voulais juste souligner ça parce que, à la fois, et tu as tout à fait raison, la psychiatrie c'est totalement spécifique, encore plus dans certains lieux comme à Sainte-Anne, mais je pense qu'on est aujourd'hui, alors pour la question, je pense, on est rarement interrogé sur l'euthanasie, mais on est très souvent interrogé pour les IMG, soit avant, soit après. Et c'est vrai qu'il y a eu toute une réflexion, un certain nombre d'aumôniers, alors ça rejoint ce qu'a dit Marc, un certain nombre d'aumôniers vivent la tension avec angoisse, avant même que la question soit posée, et sont un peu bloqués. J'ai connu des aumôniers qui disent « je ne mange pas de ce pain-là et je ne veux pas m'en mêler ». Et j'ai connu, et c'est la grosse majorité, pour moi c'est heureusement, des gens qui disent « si c'est pas pour aller jusque-là, à quoi bon être aumônier ?» Je suis aussi chargé des prisons, les 630 aumôniers de prison ne sont pas qu'avec des enfants de cœur. Et quand on accompagne un criminel, on ne justifie pas le crime. Quand on accompagne quelqu'un avant ou après avoir pris la décision d'IMG, on ne justifie pas l'IMG. Donc l'accompagnement n'est pas la justification d'une situation, mais de permettre à quelqu'un dans le dialogue, dans la relation, d'advenir, je rejoins Marc, à une liberté. Voilà, j'ai assez parlé. Donc, 4 thèmes à partager en atelier. Le premier, parole et désir du patient versus protocole. Parole et désir du patient confronté au protocole utilisé. Deuxième thème, limite de la délégation de tâches. Troisième thème, interférence entre considérations économiques et question de conscience. Question de conscience. Disons, oui, clause de conscience, voilà. Interférence et considération économique et clause de conscience. Disons, cette espèce de conflit entre des considérations économiques, le prix de certains actes, voilà, le prix de certains médicaments, et bon, disons un questionnement par rapport à certaine éthique, voilà, une certaine éthique. Et quatrième thème, conditions pour l'exercice d'une éthique de responsabilité. Oui, je les relis. Parole et désir du patient confronté à la mise en application du protocole. Limite de la délégation de tâches. Interférence entre considérations économiques et éthique. Conditions pour l'exercice d'une éthique de responsabilité.